Bienvenue au premier show Overrated Podcast. Tel que mentionné dans le teaser du mois d'août, il s'agit du premier de 4 enregistrements. Je vais en sortir un à chaque 3-5 jours environ. Pour ceux en audio seulement, ça pourrait être lourd à écouter pour les 4 premiers épisodes. Je vous conseille fortement de regarder les tableaux à l'écran en même temps. Je ne fais pas de prédiction de classement de la prochaine saison. Toutefois, je parle des divisions en partant des clubs mieux nantis à ceux moins bien balancés. Prenez note, dans chacun des 4 podcasts, je vais parler d'un sujet de la ligue dans son ensemble. Question que tout le monde écoute chacun des épisodes, même s'il ne s'agit pas de cette division. On start ça avec la division Atlantique. Puis j'annonce aussi immédiatement le sujet final du show sera les joueurs Money League avec le plus gros red flag. Chez le Lightning de Tampa Bay, j'ai coté l'équipe, dans le fond, pour le présent à B+. On peut le voir d'ici, mettons à droite, là, à l'écran. Vous voyez comme les deux derniers repêchages. Ils ont eu 2 choix seulement dans le top 100, là, un 89e, un 98e. Fait qu'on voit quand même qu'ils cherchent à s'améliorer immédiatement sans être all-in. Moi, l'objectif du club, je pense en général, c'est la progression. Ensuite, pour la cote de l'avenir, moi j'ai mis C. Ça peut paraître bas, mais avec Rémi, il a tout le temps eu une façon de trouver des bons joueurs au repêchage, sans parler de choix de première ronde. Fait que je suis pas trop inquiet là-dessus. Là, j'allais un petit peu vite. Dans le fond, quand je parlais du présent, là, on peut voir, maintenant une équipe vraiment complète. Konechny, Matthews, Eberle, Laine, Zaka, Huberdeau, Arvidsson, Rasmussen, Skinner. En tout cas, je les nommerai pas tous, même en défensive, sans avoir des gros noms. Il y a quand même plusieurs joueurs. D'après moi, il y a au moins 3 ou 4 défenseurs qui vont être dans les 80 et plus de diff. Mason Laurie, un défenseur que j'ai hâte de voir cette année en passant. Avec Stuart Skinner dans les filets. Vous devrez avoir quand même une cote très respectable. Sur le plan de l'avenir, évidemment, meilleur espoir de l'équipe Askarov dans les filets. Ce qui donne, puis surtout avec sa demande d'échange, si on se fie au dernier dénouement de la Ligue nationale, devrait avoir sa chance cette année de se faire un nom, peut-être le voir comme numéro 1 d'ici 2 à 3 ans dans le circuit. Ce qui va aider parce que pour moi, justement, le défi de Tampa Bay cette saison, ça va être bien sûr la progression, comme je disais, c'est l'objectif, mais le défi, c'est être à l'affût des risques à l'interne. Les joueurs, il y a quand même quelques joueurs que je considère à surveiller. Patrick Laine, à l'heure d'enregistrer l'épisode, ça fait quelques jours, non, ça fait 2 jours qu'il a été échangé au Canadien, mais je change pas mon idée dessus. C'est un gars à qui je crois, mais sans dire que c'est un gars de 50 buts comme on pensait tout le temps. Quand même un marqueur, mais c'était surveillé. Il va-t-il avoir encore des problèmes de jeu? Pas de gambling, là, mais de gaming. Ensuite, dans les red flags que j'ai un petit peu dans l'équipe, il y a Huberdo puis Skinner. Les deux, j'en parlerai pas trop longuement. Je vais en parler dans une autre division pour un sujet de général à la fin d'un show. Puis aussi Provorov. Tout le temps mi-figue, mi-raisin avec Provorov. Peut-il vraiment s'établir à long terme dans la trentaine d'années comme un top troisième ou quatrième, mettons? C'est encore à voir, selon moi. Mais avec la division, puis où je les vois aller durant la saison, j'ai vraiment hâte de voir Rémi d'ici le deadline. Je serais pas étonné qu'il soit très actif sur le marché des transactions. La deuxième équipe de la division Atlantique qu'on va parler, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Moi, dans le présent, évidemment, je vais faire les séries. Je les ai cotés B. J'aime beaucoup. Moi, Logan Couture est un gros red flag pour la prochaine saison. Va-t-il revenir vraiment à 100% de sa blessure? Même entendu parler d'une possibilité qu'il se retire. Là, ça, je suis pas trop au courant, j'ai pas suivi le dossier. Euh, Fait que pour le présent, une belle défensive, belle attaque. Kaprizov, Carlson, Ketchuk, Hagel, qui est très étonnant. Je pense qu'il a fait quoi, 75 points, 70 points, je ne sais pas trop. Là. On parle quand même d'un top 6. G. Hagel, c'est Brendan Hagel. Une petite erreur à l'écran. Machasso, j'ai hâte de voir avec le changement d'équipe ce qu'il va donner. Ta troisième ligne, un DeBrusque, Terry, Garland. Non, j'aime vraiment beaucoup l'équipe. Ottinger d'un filet, avec quand même une petite profondeur intéressante, en bas âge, 24 ans, 25 ans pour Erson et Soderblom. Ça va être à surveiller. Pour la cote d'avenir de l'équipe, moi j'ai marqué une cote de C. C'est vraiment un petit peu comme l'équipe Arémi de Tampa Bay. C'est difficile de différencier.
S'il y a une affaire que je peux dire par contre que probablement que Martin va avoir hâte de voir, c'est pour sa recote pendant la fin de la saison. Logan Stankoven, je ne serais pas étonné qu'il soit dans les nominés pour la recrue de l'année. L'objectif de Martin et de son club, je dirais, c'est la Stanley Cup. Pourquoi pas être la première équipe de la Money League à répéter un back-to-back? Le défi, peut-être dénicher un vrai QB de premier plan. Je ne considère pas Sanheim ni OEL comme un numéro un. Il y a eu une époque où Parayko semblait pouvoir s'établir peut-être un top 2, mais non, c'est plus un second pairing. Fait que je pense peut-être que c'est ça que l'équipe devrait essayer d'aller chercher, soit pour le présent ou même pour l'avenir. C'est quand je regarde l'avenir, Tom Willander, je le considère quand même dans son top 3 des prospects, mais c'est le troisième. Premier, Stan Coven. Deuxième, Teddy Stiga. Ici, on peut voir à droite dans l'écran. C'est le premier choix de cette année. L'année passée, c'était Tom Willander au 18e rang. En 2022, 13e au total, Marco Casper. Perdu des plumes. Oui, il est parti encore avec à Martin. On peut voir, moi, je mets même Stiga déjà devant, facilement. Ah, et avant de passer à la prochaine équipe, je tenais quand même à parler pour Connor Zary, un centre qui, je pense que c'est une année qui pourrait être son breaking, ben, peut-être pas un breaking season, mais pouvoir s'établir, va-t-il vraiment être un top 6, un middle 6? C'est quand même intéressant de le voir aller. Notez que moi, quand j'ai fait les tops des espoirs de chaque club, il n'était pas considéré parce qu'il a joué plus de, je crois, 40 matchs dans la Ligue nationale. Puis aussi noter que pour l'an prochain, les sénateurs ont quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 choix. Je pense qu'ils ont changé pas mal tous leurs choix des dernières rondes de 2024 pour des 2025. Maintenant, on va passer aux Panthers de la Floride. Je vais checker leur équipe. Comme ça. Bon, maintenant pour le présent, moi je les ai mis B. Encore là, ça différencie peu de leurs deux premiers concurrents que j'ai déjà nommés. En attaque, Marchman, Mangiapane, Kerfoot, Dadonov, c'est probablement aux ailes leur faiblesse. Mais j'adore leur centre, là, Jack Hughes, Mika Zibanejad, JT Comfort, Pinto. En défensive, le potentiel là, McAvoy, Ronek, Sandin, que j'aime beaucoup. Pas parce que je l'ai repêché, mais j'y crois encore énormément. Marino vient d'être échangé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la Ligue nationale. Romanov. Quand tu as Romanov, cinquième défenseur, c'est très bon. Puis tu as Vasilevski d'un but. Oui, perdu des plumes, mais je pense pas que ça va paraître tant que ça dans sa recote. Ensuite, pour le futur, moi j'ai mis l'équipe D-. On voit vraiment qu'après avoir fait, si je me rappelle bien, c'était la première fois qu'il faisait les séries l'année passée. Je vais vérifier. On a ici le petit tableau. Pourquoi il apparaît pas? Ok, ici. Les Panthers de la Floride. Ah non, ça fait 2 ans de suite, excusez-moi. Premier rang, même de la conférence il y a 2 ans. L'année passée au troisième rang. 113 points, 107 points. Fait que, on peut, ils sont sur une bonne strike. Je pense pas qu'ils veulent. Moi, l'objectif que je leur ai donné, c'est la progression. Quand même, continuer de s'établir parmi le top 3 de la division, ce serait un très bel objectif pour eux. C'est ça. Fait que moi, l'objectif, c'est la progression. Peut-être le défi, c'est préparer l'avenir. Évidemment, si on regarde, mettons, en noir sur le fichier à gauche, on voit pas beaucoup de noms dans les espoirs. Là. On a Maverick Bourque, on a Andrew Crystal, Justin Poirier, Owen Pickering, lui, à défensive. Non, ils ont quand même certains joueurs, mais pas assez pour dire que leur avenir est stable. Ils ont quoi, Pinto à 23 ans dans le pro, Jack Hughes. Non, il faut vraiment quand même qu'ils préservent leur choix. À ce titre-là, en 2025, ils ont leur premier choix, mais ils ont aussi le premier choix du Minnesota, qu'ils ont acquis lors du dernier repêchage. Dans leur équipe, surtout dans une course aux séries, proche de la date limite des transactions, Maverick Bourque pourrait être un joueur cible pour avoir la recote. Puis moi, je dirais aussi au DJ de peut-être pas s'enflammer au deadline. Je trouve pas qu'il y aurait une honte d'être troisième, de voir une petite run en série. Ce serait inutile de dire j'échange mes deux premiers choix pour aller chercher un gros top 6 ou un gros top 2 à la def. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas convaincu, mais dans le fond, tout peut changer en cours de saison. Maintenant, passons aux Red Wings de Détroit. Ici, on va venir là.
Fait que pour les Red Wings, l'année passée, cet été, dans le fond, le repêchage, il y avait un 10e overall, Anton Silayev. L'année d'avant, en 2023, aucun choix de repêchage. 2022, il y avait eu Shane Wright au premier rang. C'est une équipe un petit peu énigmatique. Avant de parler du présent et de l'avenir, je vais juste vous montrer un petit tableau. Si on regarde Détroit ici sur la ligne que je cible, dans le fond, ils ont 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils ont fait 3 fois les séries en 13 ans. Juste donner les 3 dernières années. Ils ont fini 16e, 2e, 13e. L'année passée, 13e, dans le fond. C'est tout le temps un petit peu du yo-yo. Il y a eu un changement de DJ. Ça va stabiliser probablement. Ça va stabiliser sur le moyen terme. Sur le court terme, c'est sûr, chaque directeur général veut mettre son équipe à son image. Mais ça va être intéressant de voir où ils vont se situer dans cette division-là. Si on regarde pour le présent, moi je les ai mis à B-. Un petit peu en bas des 3 premières équipes que j'ai mis. Mais j'aime beaucoup leur équipe. Là. C'est pas une question. Sur papier, ils peuvent faire les séries. Il manque un petit peu de profondeur en attaque. On peut voir, mettons, comme sur le top 6, un Gunzel, Scheifele, DeBrincat, Mark Stone, Larkin, Zegras. Même sur une troisième ligne, New Hook, Chiarelli, Jack Evans, ça peut bien aller, mais ils n'ont vraiment pas de profondeur. À la défensive, un petit peu la même chose. Sergachev, Colm, Fowler, Mata. Il suffit d'avoir 3-4 blessés, mettons, s'ils ratent, mettons, 30 à 40 matchs dans leur saison sur le top 6, le top 4, ça va faire mal à l'équipe. Ils ont un excellent gardien, par contre, avec Juice Saros. Fait que pour leur avenir, moi, je les cote à C. Pas mauvais, pas bon. C'est vraiment une équipe qui se tient dans le milieu du peloton. Fait des repêchages, comme je disais tantôt, une année sur 2, ils ont les premiers choix. Même qu'en 2021, il y avait 3 choix de première ronde. 13, 19, 25. Ils avaient repêché Cossa, Zach Dean, puis Zach Bolduc. Fait que, en ce moment, dans les prospects, si je regarde rapidement, Sébastien Cossa, je considère que c'est le meilleur espoir avec Annefeld, les deux gardiens. Silayev, Julius Mitinen, que j'ai pas compris qu'il est descendu à ce point-là au repêchage. Nabokov, un coup de cœur que j'avais au dernier repêchage aussi, pour être une surprise comme gardien de but. En tout cas, c'est une des meilleures équipes pour l'avenir d'un gardien de but. Là. Kossa, Annefeld, un nom que j'adore dire, puis Nabokov. Fait que pour moi, l'équipe, l'objectif cette année, c'est atteindre leur cible claire. Est-ce que c'est une équipe qui veut faire les séries pendant 2, 3, 4, 5 ans? Ou ils se préparent peut-être à faire un pas en arrière pour mieux se rétablir en attendant leur jeune gardien, mais en même temps avec un Saros, c'est difficile à dire. Le défi, encore là, ça ressemble à la même chose. Là, je le mettais de stabiliser l'organisation yo-yo. Mais ils ont quand même des joueurs à risque. Un petit peu comme Tampa Bay, il va falloir qu'ils surveillent des Mark Stone, Trevor Zegras, Sergachev, un autre joueur que je vais parler dans un autre sujet, dans une autre division que je vais présenter. Mais si on regarde déjà pour 2025, ils ont un seul choix en banque, leur premier choix. Ce qui me fait dire qu'ils vont viser les séries puis ils visent vraiment de s'améliorer immédiatement. Parlons maintenant des Bruins. On va aller voir ça. Boston. Puis Boston ici. L'année passée, leur premier choix était au 27e rang. Lukas Dragicevic. Puis cette année, au 6e rang, il avait repêché Ty Eginla. Bon, on va tout de suite parler du futur. J'ai mis C+. Je pense qu'ils sont vraiment sur une bonne séquence. Deux bons repêchages. L'année passée, j'ai pas haï le repêchage. Ils n'ont pas des grands noms. Il n'y avait pas des grands choix, à part le choix de première ronde. Mais c'est des joueurs, il y a plusieurs joueurs là-dedans qui pourraient étonner. Moi, je suis bien en ce moment, les meilleurs espoirs, évidemment, Eginla, Liam Bichel, Sam Colangelo, Dragicevic, Ratty. Mais pour le présent, je l'ai mis à C-. Une équipe qui peut faire les séries, mais ne pourrait ne pas faire les séries, c'est difficile à dire. T'as Barkov, un incontournable, Justin Bailey qui perd des plumes énormément, comme Manta, comme Palat. Oglander peut toujours étonner. Kurachev, quand je l'ai changé, il y a quoi, un an? Ouais, un an, l'été passé, dans le fond. Ma crainte, c'est avéré. C'est-à-dire, je me disais, il va-tu jouer avec Connor Bedard? Effectivement, il a passé un certain temps de son temps de glace avec Connor. Même sur le powerplay. Fait que ça fait un petit peu mal pour moi dans l'échange. Mais c'est tant mieux pour les Bruins. Ils ont Dawson Mercer, ils ont Lisa, ils ont quand même des joueurs intéressants.
À défensive, Luke Hughes, j'adore. Mais ensuite, ça drop. Kesserling, Clifton, Docker, Brisson, Killington. Dans les filets, Varlamov, Pickard. Varlamov, je pense, à partir de cette année, il va être vraiment un numéro 2 dans la Ligue nationale stable. Stable, je veux dire, identifié. L'année passée, ça a été étonnant de le voir voler le show à Sorokin pendant les séries. Mais Patrick Roy Varlamov, c'est quand même une histoire qui dure depuis plusieurs années. Fait que pour moi, l'équipe des Browns, l'objectif, ça reste un draft minding. Faut qu'ils pensent au repêchage, construire l'avenir. Le défi, ce serait de ne pas accélérer le processus. De toute façon, ils n'ont pas encore de gardien qui s'en vient. Là. Je crois pas qu'Aktiamov soit un Guzda. À certains moments, il y a des bons flashs, mais je pense pas que c'est un goaler numéro 1 d'avenir du tout. Fait qu'il faut vraiment qu'ils bâtissent par le repêchage. Est-ce que ça va faire en sorte qu'un Barkov pourrait être disponible au courant de l'année? C'est difficile à dire. Mais profiter de deux gros drafts ML, comme je dis encore là, Taïgin là, Dreshevich. Si on remonte un petit peu plus loin, ça a été plus difficile. On peut voir. Je sais pas si c'était le même DJ. En 2017, Cal McCarr ne fait plus partie de l'équipe. 2016, il y avait Patrick Liney. Donc, il faut vraiment que ça passe par le repêchage du côté des Browns pour leur avenir. Maintenant, l'équipe à Nick Fournier, excuse-moi. La cote du présent, je mets D. En ce moment, je pense qu'il est vraiment dans un reset, là, un rebuild. Il y a encore des valeurs. Par contre, ça va être intéressant. Je ne serais pas étonné de le voir actif cette année pour essayer de maximiser les valeurs qu'il y a dans l'équipe. Je regarde Granlund, bon, Colton, Lane Holm. Moi, c'est un gros red flag, Lane Holm, mais ça reste qu'il y a une valeur. Je ne serais pas étonné qu'il connaisse un très bon début de saison en Ligue nationale. Ils vont, avec le salaire qu'ils ont donné, les Browns, ils vont sûrement essayer de le mettre avec Pasternak. Matt Duchesne vient de signer un contrat. RNH, Hertel. Non, il y a quand même des valeurs. Evan Bouchard défensive, McCabe, Girard, Siegenthaler. C'est correct, mais quand tu as Jonathan Quick comme gardien numéro 1, je pense pas que le but de Nick, c'est de faire les séries cette année. Pour le futur, je les mets seulement à D-. C'est un petit peu décevant, mais ici à droite, si on regarde le fichier pour les repêchages, on peut voir 2024, aucun repêchage. 2023, aucun non repêché. 2022, le numéro 1, c'est en troisième ronde, Victor Neuchev. 2021, oh, ça c'est un beau pays choix, en choix de deuxième ronde, Josh Down. 2020, aucun choix de repêchage. Fait qu'il va vraiment falloir que Nick se concentre sur les repêchages à partir de cette saison. Parlant de repêchage des Maple Leafs, en 2025, ils ont leur premier choix, mais en deuxième ronde, ils ont deux choix. Troisième ronde, ils ont déjà trois choix. Quatrième ronde, ils ont déjà cinq choix. Non, au total, ils ont 6, 10, 12, 14. Ils ont à peu près 19 choix. Fait que je pense qu'ils s'annoncent pour avoir un gros repêchage du côté des Maple Leafs en 2025. Maintenant, je vais passer au Canadien de Montréal. Ici, ensuite pour le repêchage. OK, ici. Bon, le Canadien de Montréal n'a pas repêché dans les 3 dernières années. Sinon, on remonte. En fait, ils n'ont pas repêché dans 4 des 5 dernières années. En 2021 seulement qu'il y a eu des choix. Deux choix de première ronde qui sont devenus. Qui ont été Carson Lambos et Francesco Pinelli. Si on regarde leur line-up présent, les codes D-, ils ont des valeurs. Meyer, Verhage, Braden Point, Couturier qui est sur une pente descendante depuis sa blessure il y a 2 ans ou 3 ans. Forsberg, excellente saison. Zuccarello, excellente saison. Non, il y a des valeurs. Chris Letang, défensive. David Savard, Neil Pionk. Neil Pionk que je déteste, pour ceux qui ne savent pas, je suis un grand fan des Jets de Winnipeg, Ligue nationale, et je ne comprends toujours pas qu'il y ait autant de temps de glace. Darcy Quemper d'un but, Comrie. Non, c'est une équipe vraiment en rebuild total. Mais en rebuild, quand que ça fait 4 années sur 5 que tu n'as pas repêché, ça peut faire mal sur le moyen terme. L'objectif, évidemment, pour eux, c'est de garder leur choix. Si je regarde en 2025, ils ont déjà échangé leur choix de 4e et 5e ronde, mais ils ont obtenu le choix de 2e ronde des Red Wings. Ensuite, le défi, devenir passionné de prospects, puis profiter de bons trades. Il n'y a pas le choix. L'avenir des Canadiens passe par échanger les valeurs pour des choix ou des espoirs en qui le DJ va avoir confiance.
Juste pour le fun, je vais voir en série ce que ça donne. Je suis du côté du Canadien. Canadien, c'est ce ligne ici. On peut voir l'année passée, on finit 12e, 10e l'année d'avant, 3e. Fait que, ils ont fait les séries 2 fois dans les 6 dernières années. Fait que vraiment, je pense qu'on est à la 2 à 3e saison d'un rebuild. Comme je dis, peut-être un petit handicap du côté repêchage. Là, j'ai pas les transactions devant moi. Peut-être qu'ils ont été chercher des jeunes, là, je ne sais pas, ou des valeurs à moindre prix pour mieux les échanger cette année. Ça, c'est à voir. Pour ce qui est de la dernière équipe de la division Atlantique, on va parler des Sabres de Buffalo. Buffalo ici. Quand on regarde le line-up pro, inutile de dire, je les ai cotés pour le présent à cote de E. Les meilleurs alliés sont Milan Lucic et Jordan Greenway. Au centre, c'est bien. Mittelstad, Leo Carlson, Joe Veleno, Bordelot qui est là, qui s'en vient. Ils viennent de repêcher Celebrini. Ici, mettons, on regarde à droite, là, il y avait le premier choix puis le 7e choix. Avec Celebrini puis Lindstrom, là, on voit vraiment où est-ce qu'ils s'en vont. Juste en 2023, même chose. Il y avait 5 choix de première ronde. Cette année, il y en avait 2. Non, j'aime beaucoup ce qui est en train de se faire avec les Sabres de Buffalo. Ils n'ont pas de gardien, comme j'ai dit. Ils abandonnent pour la saison, puis c'est tout à fait normal. Ils vont avoir encore un choix top 5, top 10 s'ils sont malchanceux pour la loterie, peut-être même le premier s'ils sont chanceux. Je pense vraiment que c'est la méthode à faire pour eux dans leurs conditions. Fait que l'objectif pour les Sabres de Buffalo, c'est la patience. Puis le défi, être patient et bien drafté encore. Peut-être un red flag sur Thomas Lavoie. Ça tombe que j'ai un collègue qui connaît Thomas Lavoie et tout ça. Il m'en parlait avant le repêchage, peut-être un mois avant, pendant que je faisais mes notes, que je faisais mes petits devoirs. Je savais qu'il était un premier choix junior majeur, mais il était comme pas bien listé. Il a monté. Je pense qu'il a fait de super belles entrevues. Mais quand même, à l'avoir 33e, je dis tout le temps, s'il n'avait pas été québécois, est-ce qu'il aurait été repêché dans une ligue simulée 33e? Je ne sais pas. Je dis pas que c'est un mauvais pic. Parce que je pense que c'est un gars avec un certain avenir. Il a un potentiel ligue nationale. Cependant, c'est pas un gars qui va faire 35-40 points dans une saison dans un haut niveau. Fait que côté ligue simulée, ça vaut quoi? Un 6e, 5e défenseur qui pourrait avoir une belle cote def. Je pense que un DJ pourrait aller chercher ça avec le premier choix de la deuxième ronde n'importe quand. Alors, pas un conseil au sable, c'est pas ça que j'essaie de dire en ce moment. Mais des fois, c'est valable d'essayer de monétiser son choix pour descendre de 5, 10 rangs pour un joueur qu'on croit fermement qui va descendre un petit peu plus bas. C'est sûr que si le DJ pense que Thomas Lavoie va sortir dans les 4-5 prochains, tu prends pas de chance. Si tu l'aimes, tu le prends. Mais admettons que, comme moi, je pensais qu'il allait sortir fin deuxième ronde parce qu'il était sorti loin, très haut, junior majeur du Québec. J'aurais pris la chance de descendre un petit peu ce choix-là. C'est pas une critique, c'est un avis personnel à prendre ou à laisser, c'est pas grave. Oh. Une chance, j'ai décidé de splitter les quatre podcasts en 4 divisions. Je commence déjà à perdre la voix. Ça fait une vingtaine de minutes. Mais pour compléter pour les sabres, moi je regarde vraiment là, ce qui s'en vient, mettons comme dans les buts pour l'avenir. Moi, l'avenir, je les ai cotés à B. C'est excellent. Je pense que dans la division, c'est la meilleure cote que j'ai. Ce qui est très, très, très intéressant dans sa condition. Il y a des clubs plus hauts que lui qui sont moins bien cotés pour l'avenir. Mettons comme dans les buts, Sogard, Rabal. Je sais qu'il y en a qui vont dire Rabal. Moi, je l'avais adoré au U20, puis je crois même au U18. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé l'année passée. Par contre, je n'ai pas suivi sa carrière. Il joue-tu encore en Ligue de l'Ontario? Je ne suis plus certain. Mais tu sais, ça reste quand même des beaux guesses. Défensive de feu, Randbacker, Dvorsky, Leinstein, Luno, même Price. Lavoie, comme je dis, ça reste un joueur avec un certain intérêt. Pour l'avenir, mettons, à l'attaque, Carlson est là, Mittelstadt, juste 25 ans. Celebrini, Lindstrom, Zvechkov, Banquier, qui peut être un excellent, peut-être, mettons, un bottom 6. Dumais, on ne sait jamais. Daniel Butt. Non, pour vrai, les Sabres sont vraiment sur la bonne voie. Encore un ou deux gros repêchages, puis je serais pas étonné de pouvoir les mettre dans la catégorie des clubs à surveiller
pour pas un rebuild, mais dans 4-5 ans, là, d'être une force dans la ligue. Oui, maintenant, si ça a coupé pendant quelques secondes, j'ai décidé au montage d'enlever un extrait. J'avais un extrait YouTube d'un film, Youngblood, mais j'ai voulu l'enlever pour ne pas être flagué. Je ne sais pas si on pouvait m'enlever une vidéo. Il va falloir vraiment que je m'attarde un petit peu sur les licences à propos de YouTube. Fait que maintenant, on va passer au sujet de la ligue. Sujet pour tout le monde, là, pas juste pour la division Atlantique. Où est-ce que j'ai mis ça? Je crois que j'ai mis ça ici. OK. Là, on va parler des joueurs qui vont être qui ont des gros contrats. Exemple, ici, ceux qui suivent en visuel, à droite, c'est les joueurs qui, pour moi, sont pas échangeables. Du moins, pas échangeables sans garder une bonne partie du salaire. Évidemment, il y a des joueurs là-dedans que c'est des équipes qui devaient atteindre le plancher, là, ça on s'entend. Là. J'ai pas été j'ai pas fait ma grosse recherche là-dessus, mais c'était juste, mettons, comme, mettons Chicago. Andreas Athanasiou. Là, il lui reste 3 ans de contrat, 13,3 millions de salaire par année. Chicago est quand même une équipe qui progresse. 3 ans, tu sais, cette année, c'est pas un problème. L'an prochain, je crois pas que ça va l'être. Mais c'était quand même un contrat assez lourd si, mettons, il veut accélérer son rebuild. À Dallas, Seth Jones, 12,5. Régent et sa bande sont un petit peu dans la fin d'un cycle. Mais tu sais, on ne sait jamais, là, mais ça va être difficile pour lui d'aller chercher des vétérans, mettons, en échangeant peut-être un premier choix pour s'améliorer pour les 2-3 prochaines années. Parce que souvent, les vétérans, ils ont des gros salaires. Seth Jones a perdu beaucoup de plumes, mais avec Bedard, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Est-ce qu'il va retrouver sa touch qu'il avait, mettons, avec un Nashville? Je ne dis pas que j'y crois pas. Je dis simplement que pour l'instant, pour moi, il n'est pas échangeable. Okposo à Los Angeles, Dumba à Vancouver, Huberdeau à Tampa Bay. Tous des gars au-dessus de 10 millions. Là, Matt Girlsick à Los Angeles aussi. Je vais le nommer. Là, je ne me nomme pas juste ceux des autres. Torrey Krug. J'ai essayé de l'échanger l'année passée à la date limite des transactions. J'avais 2-3 offres. Je pouvais avoir des choix, un petit prospect. Mais j'ai quand même besoin d'un Torrey Krug sur ma deuxième paire. Fait que oui, à 8,5 millions, c'est atroce. Mais 2 ans. Si je me rappelle bien, j'ai leur signé à 5,7, quelque chose comme ça. C'est plus dans la norme pour un Torrey Krug. Ensuite, si on va plus bas, là, ceux qui sont en visuel, vous pouvez voir, je nommerai pas tout le monde. Là. Mettons un Gallagher, en ce moment, vaut 8 millions pour 2 ans au Colorado, mais il est quand même signé à 6,5. Je pense pas que c'est une bonne valeur. Comme Couture à Martin, à Ottawa, 8 millions encore pour 2 ans. Puis il est signé à 9 millions dans 2 ans. Ça peut faire très mal s'il ne revient pas comme il faut de sa blessure. Là. Si on prend, mettons, comme Kuznetsov à Dallas, tout à l'heure à Dallas, je parlais de Seth Jones. Kuznetsov, il reste 2 ans de contrat à 8 millions. Cette année, il va avoir des stats vraiment médiocres. L'an prochain, il n'aura même pas de stats. Je comprends ce que c'est. J'ai Backstrom, des stats médiocres cette année. Puis je pense que pour sa dernière année, ça va être vraiment un Fortliner ou un 13e attaquant. Fait que je pense que je comprends ce que va vivre Régent. Ensuite, dans le tableau du côté gauche, moi, c'est les joueurs, là, la plupart leur reste 1 an de contrat, là, mais c'est sûr que leur salaire va exploser l'été prochain. Je voulais faire un double check des salaires, ce que j'ai pas fait. Fait que si jamais il y a une erreur, soyez indulgents avec moi. Par exemple, celui qui va faire sauter la banque le plus, c'est Nylander avec Anaheim. Passe de 6,5 millions à 13,5 millions l'an prochain. Pasternak à Columbus passe de 4 millions, ça je suis étonné, à 13 millions. 4 millions, peut-être qu'il a fait comme moi dans le fond, Jerry. Ça arrange tout le temps pour signer les joueurs au plus bas. Ensuite, Barkov à Boston, même chose, va tomber à 12 millions. Hamilton à San Jose, 11,5 millions l'an prochain. Pierre-Luc Dubois, ben, on connaît la situation. Il appartient au New York ici. Il va tomber à 11 millions, à plus de 11 millions. Moi, j'ai mis Sergachev. Sergachev à Détroit. En ce moment, c'est un aubaine. Mais il va tomber à 11 millions l'an prochain. Puis, de nouvellement acquis par Utah. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, regarde, pour Sergachev, on va faire une petite affaire. Je vais vous montrer un petit tableau que j'ai. J'ai ça ici, à quelque part. C'est-tu là? Ouais, je pense que ça va être là. Sergachev, si mettons, on va voir avec Tampa Bay.
Désolé, ceux seulement en audio. Je fais une petite recherche bien vite sur NHL.com pour les statistiques. On va y aller seulement pour les défenseurs maintenant. Bon, regardez, mettons l'an passé, je comprends, juste 34 matchs, Sergachev, 19 points. Ça lui donne quoi, à peu près 41 points pour la saison, ce qui lui donnerait quand même le deuxième rang. Cependant, moins 16, quand on compare, mettons, avec un Victor Hedman plus 18. Et moi, ce qui m'intéresse, c'était Powerplay. Regardez, 7 points. 7 points en powerplay seulement l'an passé pour un gars qui a 22 minutes de temps de jeu. C'est le deuxième plus haut. Si mettons on va sur Sergachev, on va checker son powerplay les autres années. Il me semble que j'avais vu que c'était très peu. Ok, l'an passé, ouais, ici. On peut le voir là, au milieu de l'écran, powerplay point. Fait que, regarde, l'année passée, ça a été très ordinaire, mais il était blessé. L'année d'avant, 27 points, ce qui est remarquable. Mais regardez l'année, il y a 2 ans, 2021-2022, 7 points encore. 2020-2021, 8 points. C'est pas un gars qui produit en powerplay. Certains vont dire hey, je joue pas sur le premier powerplay, je n'ai pas vérifié. Est-ce qu'il joue à pointe avec Hedman? J'en ai aucune idée. Mais n'empêche qu'avec une attaque comme Tampa Bay, même en jouant sur un deuxième powerplay, tu te retrouves avec des attaquants au moins de niveau de ceux qui vont se retrouver avec l'Utah. Fait que je serais pas étonné que ça devienne un défenseur de 35 à 40 points. Donc, si on vient à mon tableau, pour un défenseur de 35 à 40 points, 11 millions, ça peut faire mal. Un petit peu comme on parlait tantôt de Seth Jones là, à 12,5. Fait que c'est à vérifier. Un autre joueur, moi, que je trouve qui n'est pas échangeable, c'est Tom Wilson, cette année à San Jose. Va passer à un salaire de 9 millions. Et c'est difficile à cause d'indiscipline. J'ai pas les statistiques devant moi, mais tu sais, je crois que ça reste un gars de 100 minutes en simulé, surtout si tu le fais jouer sur un top 6. Ça peut être difficile, mais en même temps, Chevs, c'est quand même un DJ qui a de l'expérience. Il va savoir comment. On peut faire comme la Ligue nationale, évidemment, là, donner un choix ou échanger un problème pour un problème salarial, parce que je pense pas que Wilson est un problème en soi. Logan Couture en a parlé. Elias Lindholm, je tenais juste à le souligner aussi. Ça, c'est un contrat. Pour moi, c'est un gros red flag. Il appartient à Toronto. Pour lui, ce ne sera pas un problème. Il est en reconstruction éminemment. Fait qu'il va devoir le payer à 9 millions dans 3 ans. Pourquoi pour moi c'est un problème? Parce que je pense pas que c'est un centre numéro 1. Puis je suis même pas certain qu'il va pouvoir passer devant Zaka. Euh, il pourrait tomber comme troisième centre d'ici 2 ans à Boston, je serais pas étonné. Donc à 9 millions, ça peut faire mal. Fait que là, j'ai pas pu faire de test audio. J'espère que ça a bien paru. Parfois, je regardais sur le studio, on dirait que l'image était moins belle quand j'affiche mon écran. J'espère que ça va avoir fonctionné quand même pour tout le monde. Sinon, ben, on va juste améliorer pour le deuxième. On va vérifier pour le tout. OK, fait que je vous dis à la prochaine. Salut gang.